Salut à tous, bienvenue sur French Listen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait grincer des dents. Pourquoi le français est-il si difficile? Bernard, tu veux commencer avec la prononciation? Parce que franchement, même moi parfois, je me perds avec tous ces sons bizarres. Ah oui, la prononciation, c'est un vrai labyrinthe. Les sons comme le U et le OU, c'est un cauchemar pour beaucoup. Et puis, les fameuses liaisons, on ne sait jamais si on doit les faire ou pas. Genre, les amis ou les amis. Et n'oublions pas l'accent tonique, qui n'existe pas vraiment en français, contrairement à l'espagnol ou l'anglais. Et les lettres muettes. Je me souviens d'un étudiant espagnol à qui j'expliquais la différence entre OU et U. Il voulait commander du poulet, mais il a fini par demander « du poulet » ou « du poulet ». On a bien rigolé, mais il était perdu. Oui, et puis des mots comme beaucoup ou fille, où on n'entend pas toutes les lettres, c'est pas évident. Je crois que même certains Français hésitent parfois, non? Bon, la prononciation c'est déjà pas simple, mais la grammaire, c'est un autre niveau. Les conjugaisons, les accords du participe passé, le subjonctif, je connais des gens qui évitent carrément de parler au passé composé juste pour pas se tromper. Ah, le subjonctif. Je crois que c'est le cauchemar de tout le monde. Et puis, une phrase peut changer complètement de sens selon l'accord ou le temps. Genre, il est parti et ils sont partis, c'est pas la même chose du tout. Toi, Bernard, il y a une règle qui te donne toujours du fil à retordre? Franchement, l'accord du participe passé avec avoir, je dois toujours réfléchir. Les pommes que j'ai mangées ou mangées, je vérifie à chaque fois. Et puis, il y a toutes ces exceptions. On dit toujours « il y a une règle », mais… Et les expressions idiomatiques, alors là, c'est la fête. Oui, comme « il pleut des cordes ». J'ai utilisé « poser un lapin » avec un ami anglais, il a cru que je parlais vraiment d'un lapin. On a bien rigolé, mais c'est vrai que pour un apprenant, c'est incompréhensible au début. C'est clair, et il y en a tellement. On pourrait faire un épisode entier rien que sur les expressions bizarres. Parlons un peu du vocabulaire. Les faux amis, c'est un piège classique. Par exemple, actuellement, qui veut dire en ce moment, pas actually en anglais. Oui, et puis il faut savoir quel registre utiliser. Tu ne parles pas pareil à ton patron qu'à ton pote. Et pour sonner naturel, il faut maîtriser les expressions idiomatiques. C'est pas évident de les placer au bon moment. Exactement, et parfois, même entre Français, on se regarde genre « Attends, t'as dit quoi ?» Alors, la compréhension. C'est pas la même chose à l'oral et à l'écrit. À l'oral, ça va vite, il y a des contractions, des accents. À l'écrit, c'est plus structuré, mais il y a des mots qu'on n'utilise jamais à l'oral. Pour progresser, faut écouter des podcasts, regarder des films avec sous-titres. Et pour l'écrit, lire des textes variés, analyser la structure des phrases, ça aide vraiment. Oui, et faut pas hésiter à relire plusieurs fois, à surligner les mots ou expressions qu'on comprend pas. C'est un vrai travail de détective parfois. On va continuer avec les expressions idiomatiques. Il y en a tellement, genre avoir le cafard, donner sa langue au chat. Leur origine est parfois super obscure. Oui, et pour les comprendre, faut les voir dans des dialogues, des histoires. C'est comme ça qu'on retient le contexte. Un bon exercice, c'est d'essayer de les utiliser dans ses propres phrases, même si on se trompe au début. Et puis, plus on les utilise, plus ça devient naturel. Faut pas avoir peur de se lancer. Mais attention, les expressions changent selon les régions. Ce qu'on dit à Paris, c'est pas forcément ce qu'on dit à Marseille ou à Montréal. C'est vrai. Et pour s'y habituer, rien de mieux que de pratiquer avec des natifs de différentes régions. On peut faire des jeux de rôle, traduire des expressions. C'est super enrichissant. Et écouter la radio ou regarder des séries régionales, ça aide à s'immerger dans la diversité du français. Justement, pour enrichir son vocabulaire, faut sortir de sa zone de confort. Écouter des podcasts de différentes régions, c'est top pour entendre les variations. Oui, et utiliser des dictionnaires spécialisés pour traduire les expressions régionales, c'est super utile. Et puis, participer à des groupes de conversation, c'est là qu'on apprend le plus. Rien ne vaut l'échange direct avec des locuteurs natifs, c'est là qu'on capte les vraies subtilités.
Pour aller plus loin, on peut vraiment s'immerger dans les expressions régionales en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts locaux. Et puis, traduire ces expressions, c'est un bon exercice. Mais le mieux, c'est de discuter avec des gens du coin, dans des groupes d'échanges linguistiques. On apprend des trucs qu'on ne trouve pas dans les livres. Oui, c'est vivant, c'est authentique. Et parfois, on découvre des mots qu'on n'aurait jamais imaginés. Alors, comment surmonter tous ces défis? Déjà, faut pratiquer régulièrement. Se fixer des petits objectifs, genre apprendre une nouvelle expression chaque jour ou travailler un temps de conjugaison par semaine. Et surtout, parler avec des natifs, voyager si possible, ou utiliser des applis d'échange linguistique. Plus on s'immerge, plus ça devient naturel. Et puis, écouter des podcasts, regarder des films, ça permet de s'habituer à différents accents et à la vraie vie, quoi. Un truc qui marche bien, c'est de se donner des objectifs précis chaque semaine. Par exemple, apprendre 5 nouvelles expressions idiomatiques ou écrire des phrases avec le subjonctif. Et rejoindre un groupe de conversation, c'est top pour pratiquer en situation réelle et avoir des retours immédiats. Faut pas avoir peur de se tromper. Et intégrer les médias français dans sa routine, comme écouter la radio régionale ou regarder des films avec des accents différents, ça aide vraiment à s'adapter. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on peut créer des flashcards personnalisés pour les expressions régionales et utiliser la répétition espacée pour bien les retenir. Oui, et s'enregistrer en train d'utiliser ces expressions, ça permet de s'entendre et de corriger sa prononciation. C'est un peu bizarre au début, mais c'est super efficace. Et participer à des forums ou groupes en ligne avec des apprenants de différentes régions, ça permet de voir comment les autres utilisent le français au quotidien. La culture, c'est essentiel. Lire de la littérature, regarder des films, écouter de la musique, ça aide à comprendre les nuances et les expressions régionales. Et faire des jeux de rôle, c'est super pour pratiquer des situations réelles, avec toutes les variations culturelles et linguistiques. Rien de mieux pour progresser. Et si on peut, échanger avec des natifs, même en virtuel, c'est là qu'on apprend le plus sur la vraie vie et les vraies expressions. Pour améliorer l'écoute et l'expression, faut varier les supports. Podcast, radio, musique régionale. Ça habitue l'oreille à différents accents et rythmes. Et participer à des échanges réguliers, c'est le meilleur moyen de progresser à l'oral. On apprend à réagir spontanément, à s'adapter. S'enregistrer en train de parler, puis comparer avec des natifs, ça permet de repérer ce qu'on doit améliorer. C'est un peu intimidant, mais super utile. Pour rester motivé, faut se créer une routine. Par exemple, écouter la radio régionale chaque matin ou lire un chapitre d'un livre chaque soir. Et discuter régulièrement avec des natifs, c'est ce qui fait la différence. On apprend les vraies expressions, les vrais accents. Et puis, les films, la musique, ça permet de s'immerger dans la diversité du français et de s'adapter à toutes les situations. Pour aller plus loin dans la compréhension culturelle, on peut écouter des médias régionaux comme la radio ou des podcasts locaux. Ça permet de découvrir des expressions qu'on n'entend pas ailleurs. Oui, et transcrire des conversations entendues, c'est un super exercice pour progresser à l'oral et à l'écrit. On s'imprègne vraiment du rythme et des tournures de phrases. Et participer à des forums ou groupes en ligne dédiés aux dialectes régionaux, c'est parfait pour s'immerger et pratiquer en contexte réel. Pour la prononciation, rien de mieux que de faire du shadowing, c'est-à-dire répéter après un natif pour capter l'intonation et le rythme. S'enregistrer et comparer avec différents accents, ça aide à repérer les différences et à s'améliorer. Et puis, faire des exercices ciblés sur les sons difficiles, c'est indispensable. Oui, surtout pour les liaisons et les sons qui n'existent pas dans d'autres langues. Faut s'entraîner, encore et encore. Pour la syntaxe, faut s'entraîner à construire des phrases complexes, avec des subordonnés, des inversions. C'est comme ça qu'on progresse. Lire des textes authentiques, comme des articles ou des romans, ça permet de voir comment les phrases sont construites. Et écrire soi-même, en variant les structures, c'est super formateur. Oui, et ne pas hésiter à utiliser le passif, le conditionnel. Plus on varie, plus on devient à l'aise. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises.
Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut à tous, bienvenue dans French Listen. On est de retour pour la deuxième partie de notre épisode sur « Eh bien, pourquoi le français est si compliqué ?» Bernard, t'es prêt à replonger dans les galères de la langue ? Toujours prêt, Sandra. Et franchement, on va pas se mentir, la prononciation, c'est un vrai casse-tête. Je veux dire, pourquoi on écrit autant de lettres qu'on ne prononce jamais, genre le mot « oignon », qui a décidé que ça devait s'écrire comme ça ? Mais oui, et grenouille ? Je me souviens, petite, j'avais du mal à le dire, je disais grenouille. C'est pas intuitif du tout. Et puis, toutes ces lettres muettes, c'est comme si on voulait piéger les gens. Ah, attends, tu sais quoi ? Quand j'étais gamin, j'osais même pas commander une quiche à la boulangerie. J'avais trop peur de me planter et de dire un truc bizarre devant tout le monde. Du coup, je prenais toujours un pain au chocolat, c'était plus simple. Mais c'est tellement ça, on finit par contourner les mots juste pour éviter de se ridiculiser. Et après, on s'étonne que les étrangers galèrent avec le français. Bon, et si on parlait des exceptions grammaticales ? Parce que franchement, le pluriel, le genre, parfois c'est du grand n'importe quoi. Ah, les fameux verbes irréguliers. Et puis, pourquoi un livre, mais une table ? Il n'y a aucune logique. Et les adjectifs de couleur, alors là… Oh, attends, ça me rappelle une fois à l'école, j'ai eu 0 à une question parce que j'avais écrit « des chemises vertes claires » au lieu de « des chemises vert clair ». J'ai jamais compris pourquoi l'adjectif de couleur devait rester invariable dans ce cas-là. C'est juste pour nous embrouiller, non ? Mais oui, et puis, tu sais, même les natifs s'y perdent. On fait tous des fautes, c'est rassurant quelque part. Alors, parlons un peu des faux amis. Tu sais, ces mots qui ressemblent à l'anglais, mais qui veulent pas du tout dire la même chose, genre library et librairie. Ah oui, le classique. J'ai déjà vu des gens chercher des livres dans une library en France et tomber sur un magasin de bouquins à acheter, pas à emprunter. C'est gênant, hein ? Et puis, il y a actually et actuellement. Combien de fois j'ai entendu des malentendus à cause de ça ? Tu crois que ces pièges rendent le français plus riche ou juste plus compliqué ? Franchement, un peu les deux. Ça donne du charme, mais ça fait transpirer, surtout quand tu débutes. Tu sais, Bernard, l'intonation, c'est un truc qui change tout en français. Genre, si tu dis « tu viens » ou « tu viens », c'est pas du tout la même chose. Exactement. Et le rythme, c'est super important aussi. Le français, c'est une langue qui a une musicalité particulière. Pour les non-natifs, c'est pas évident de la choper. Un conseil que je donne souvent, c'est d'écouter des podcasts en français ou de répéter avec des natifs. Ça aide à sentir le rythme, à capter les montées et descentes de la voix. Ouais, et même regarder des séries françaises, ça aide à s'imprégner de l'intonation naturelle. Faut pas hésiter à imiter, même si on se sent un peu bête au début. La syntaxe, c'est un autre casse-tête. L'ordre des mots, la place des pronoms. Parfois, même moi, je dois relire la phrase pour être sûr de ce que ça veut dire. Et puis, il y a des mots ou des expressions qui n'ont pas vraiment d'équivalent dans d'autres langues. C'est dur à traduire et ça peut vite prêter à confusion. Pour s'en sortir, je trouve que lire des textes littéraires ou essayer de reformuler des phrases compliquées, ça aide à mieux comprendre comment tout s'articule. Oui, et puis, faut pas hésiter à demander à quelqu'un de relire ou d'expliquer. On apprend beaucoup comme ça. La culture française, elle influence tellement la langue, surtout avec les idiomes. Genre, avoir le cafard, c'est pas juste être triste, c'est un état d'âme, tu vois ? Ouais, ou mettre la charrue avant les bœufs. Si tu traduis ça littéralement, ça n'a aucun sens. Mais en France, tout le monde comprend l'image. Pour apprendre ces expressions, je conseille de regarder des films français ou de participer à des échanges linguistiques. C'est là qu'on capte vraiment le sens derrière les mots. Et puis, c'est souvent en contexte qu'on retient le mieux. Faut pas avoir peur de se tromper. C'est comme ça qu'on progresse. La traduction littérale, c'est le piège absolu. Tu traduis mot à mot et bam, tu passes à côté du sens. J'ai déjà vu des situations où une phrase traduite changeait complètement de sens. Oui,
C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de comprendre le contexte culturel. L'immersion, c'est la clé. Regarder des médias français, ça aide à saisir les nuances. Et puis, apprendre les petites différences culturelles, ça évite bien des malentendus. Faut pas hésiter à demander des explications quand on comprend pas. La sémantique, c'est un vrai défi aussi. Il y a des mots à double sens ou des expressions qui veulent dire autre chose selon le contexte. Et la pragmatique, c'est encore un autre niveau. Comprendre l'intention derrière les mots, surtout quand on vient d'une autre culture, c'est pas évident. Un bon exercice, c'est d'analyser des dialogues authentiques ou d'essayer d'écrire des textes avec des nuances subtiles. Ça force à réfléchir à ce qu'on veut vraiment dire. Ouais, et puis, plus on pratique, plus on devient à l'aise avec ces subtilités. Pour vraiment comprendre les expressions idiomatiques, rien de mieux que de les voir en contexte. Les films, les livres, c'est parfait pour ça. Et puis, participer à des ateliers de conversation ou à des échanges linguistiques, ça permet de pratiquer en situation réelle. On voit tout de suite comment les gens utilisent les expressions. Analyser des dialogues ou des textes littéraires, c'est aussi super utile pour repérer comment la culture influence la langue. Dans la vie de tous les jours, les subtilités du contexte peuvent vraiment compliquer la communication, surtout dans les situations formelles ou au boulot. C'est clair. Pour éviter les malentendus, faut pas hésiter à clarifier ou à reformuler ce qu'on veut dire. Ça peut paraître lourd, mais c'est super efficace. Il y a aussi des exercices pratiques, comme les jeux de rôle ou les ateliers de communication. Ça aide à s'entraîner à naviguer dans les nuances du français. En contexte pro ou académique, c'est encore plus important d'être clair. Les clarifications et reformulations, c'est la base pour éviter les quiproquos. On peut faire des jeux de rôle ou des simulations pour s'entraîner à repérer et corriger les malentendus. C'est un super exercice même pour les natifs. Et puis, analyser des dialogues professionnels, ça permet de voir quelles subtilités sont vraiment essentielles pour bien communiquer. Même dans la vie de tous les jours, étudier des dialogues authentiques, ça aide à repérer comment les subtilités linguistiques influencent la compréhension. Organiser des ateliers de simulation, c'est top pour pratiquer les clarifications et reformulations. On apprend à éviter les malentendus en s'entraînant sur des situations réelles. Et puis, analyser régulièrement des textes ou des échanges. Ça permet de mieux maîtriser les nuances culturelles et linguistiques au quotidien. On l'a déjà dit, mais c'est vrai que les subtilités du français, on les retrouve partout, que ce soit au boulot ou dans la vie perso. Les dialogues authentiques, c'est la meilleure école. Et puis, les ateliers de simulation, ça permet de s'entraîner à clarifier et reformuler pour éviter les malentendus. C'est vraiment un truc à faire régulièrement. Analyser des échanges réels, ça aide à repérer les nuances et à trouver des stratégies pour mieux communiquer. C'est un travail de tous les jours, en fait. Pour finir, si vous voulez vraiment maîtriser les expressions idiomatiques, regardez des films, lisez des livres français. C'est là qu'on comprend comment elles sont utilisées. Et participer à des échanges linguistiques, des ateliers de conversation. C'est en pratiquant qu'on retient le mieux. Analyser des dialogues ou des textes littéraires, ça permet de voir comment la culture influence la signification des expressions. C'est fascinant, non? Carrément. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Listen. Merci Bernard, merci à vous tous et à la prochaine. Prenez soin de vous et continuez à écouter du français. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Salut les auditeurs de French Listen, c'est Sandra et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui vous donne probablement des cauchemars. Pourquoi le français est une langue si difficile? Bonjour à tous, Bernard à l'appareil. Eh oui Sandra, tu as raison. Le français, cette magnifique langue que nous avons la chance de parler depuis notre naissance, est aussi un véritable casse-tête pour ceux qui tentent de l'apprendre. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Tu sais, j'ai rencontré un Américain la semaine dernière qui m'a dit qu'il étudiait le français depuis 2 ans et qu'il avait toujours l'impression de... Comment il a dit? Ah oui, de nager dans une soupe à l'alphabet. Ah, une soupe à l'alphabet, c'est pas mal ça. Mais attends,
est-ce qu'on ne devrait pas commencer par dire que le français n'est pas si difficile que ça? Après tout, l'anglais et le français partagent beaucoup de vocabulaire et... Non, mais attends Bernard, tu plaisantes ou quoi? Tu veux qu'on parle des exceptions grammaticales? Des lettres muettes, des accents, de la prononciation du R, des... Ok, j'abandonne. Tu as raison. Commençons par la grammaire, ce monstre à plusieurs têtes qui terrifie même les natifs parfois. Oh là là, la grammaire française. Par où commencer? Peut-être par le genre des noms. Pourquoi une chaise est féminine et un fauteuil masculin? Ça n'a aucun sens. Et encore, ça c'est simple. Imagine quelqu'un qui apprend que la mer est féminine, mais l'océan est masculin. Ou pire, que amour est masculin au singulier, mais peut-être féminin au pluriel. Attends. Les amours au pluriel? C'est féminin? Tu es sûr de ça? On peut dire de folles amours, non? Mais je crois qu'on peut aussi dire des amours fous, en fait, c'est les deux. Tu vois, même moi je m'y perds. C'est exactement ce que je voulais montrer. Tu viens de prouver mon point. C'est un vrai labyrinthe. Et parlons des verbes, Bernard. Les verbes. Je crois que c'est la partie la plus cauchemardesque pour les apprenants. Ah oui, nos chers verbes et leur conjugaison. En français, nous avons Environ 300 verbes irréguliers. Et chaque verbe peut avoir jusqu'à 60 formes différentes. C'est de la folie. Sandra, tu exagères toujours. Mais bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de temps verbaux. Et puis, il y a le subjonctif. Ah, le subjonctif. Ce temps verbal qui fait pleurer les étudiants étrangers. Il faut que j'aille, bien que je sois, pour que tu puisses. C'est vrai que c'est pas évident. Et le pire, c'est que nous, on utilise ça tout le temps sans même y penser. Exactement. Et n'oublions pas les accords du participe passé. Tu te souviens de la règle pour les verbes pronominaux suivis d'un infinitif? Non. Enfin, c'est... Bon, d'accord, je ne m'en souviens pas. Tu vois, même moi je ne connais pas toutes les règles. Et je suis française, hein? Ne t'inquiète pas, peu de gens s'en souviennent. C'est bien là le problème du français. Même quand on pense maîtriser une règle, on découvre qu'il y a des sous-règles, des exceptions aux règles, et parfois même des exceptions aux exceptions. Mais passons à un autre aspect terrifiant du français, la prononciation. Oh mon Dieu, la prononciation. C'est peut-être ça le plus difficile, tu ne crois pas? Absolument. On a tellement de sons qui n'existent pas dans d'autres langues. Le « U » français, par exemple, comme dans « tu ». Les anglo-saxons ont un mal fou à le prononcer. Et le R, ce fameux R guttural qui semble venir du fond de la gorge. J'ai vu des étrangers s'étrangler en essayant de dire rue ou roue. Sans parler des nasales, un, on, un, en. Ils sont impossibles à distinguer pour beaucoup d'apprenants. Et c'est normal. Ces sons sont vraiment particuliers. Mais tu sais ce qui me fait toujours rire, c'est quand les gens découvrent les lettres muettes. Genre, pourquoi on écrit doigt avec un G et un T qu'on ne prononce pas? Pourquoi? Ah, ça, c'est l'héritage du latin et l'évolution de la langue. Le G et le T étaient prononcés autrefois. Mais c'est vrai que ça ne facilite pas l'apprentissage. Et le H aspiré versus le H muet. Comment on est censé savoir que c'est le haricot, mais l'homme? Il n'y a pas de logique. Mais si, il y en a une, mais elle remonte à... Non, pas d'explication historique. Du point de vue d'un apprenant, c'est simplement illogique. Point final. D'accord. Et puis, il y a aussi les homonymes et les homophones. Des mots qui s'écrivent différemment mais se prononcent pareil. Ver, 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 ver. Tous prononcés de la même façon. Sans oublier saint, 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 saint. C'est un cauchemar pour l'orthographe. Et encore, on n'a pas parlé des expressions idiomatiques. C'est peut-être le plus amusant, non? Oh là là, les expressions idiomatiques françaises. Elles sont colorées, c'est le moins qu'on puisse dire. Imagine un étranger qui entend « Il pleut comme vache qui pisse ». Bernard, on est à l'antenne là. Oups, pardon. Mais c'est une vraie expression. Ou avoir un chat dans la gorge, pour dire qu'on est enroué. Pourquoi un chat? Pourquoi pas un chien ou un oiseau? Ou il tombe des cordes. Comment expliquer ça à quelqu'un qui apprend le français? Non, il ne tombe pas vraiment des cordes du ciel. C'est juste qu'il pleut beaucoup. Tu sais ce qui m'a toujours fait rire? C'est poser un lapin. Je me souviens d'une amie espagnole qui était très confuse quand je lui ai dit que quelqu'un m'avait posé un lapin. Elle cherchait l'animal des yeux. Oui, toutes ces expressions sont incompréhensibles si on les traduit mot à mot. Avoir la pêche, être dans les choux, tomber dans les pommes, on a vraiment un truc avec la nourriture. Raconter des salades, mettre son grain de sel,
avoir du pain sur la planche. C'est vrai qu'on en a beaucoup. Ah, et puis, ne pas être dans son assiette. Comment un étranger est censé deviner que ça signifie ne pas se sentir bien? Imagine un peu la scène. Je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Et l'étranger qui regarde sous la table pour voir où tu es réellement. C'est hilarant. Et là, je n'ai même pas mentionné le registre de langue. En français, on peut passer du soutenu au familier en un clin d'œil. Comment allez-vous devient ça va ou même ça baigne? Ou pire, tous les mots d'argot. Kiffer, chelou, ouf. Ces mots changent tellement vite que même nous, parfois, on a du mal à suivre. Sans parler des abréviations. Perso pour personnellement, aprèm pour après-midi, dac pour d'accord, et on en invente de nouvelles tous les jours. Tout à fait. Et puis, le langage des jeunes. Comment veux-tu qu'un étranger comprenne c'est d'art ou c'est chambé? C'est chambé? Sandra, je crois que ça, c'était dans les années 90. Ah bon? Ça ne se dit plus? Tu vois Bernard, même moi je suis larguée. Comment veux-tu que nos auditeurs étrangers s'y retrouvent? C'est bien là tout le problème. Le français évolue tellement vite. Et puis, il y a les différences régionales aussi. Un pain au chocolat à Paris est une chocolatine à Toulouse. Oh là là, n'ouvre pas ce débat Bernard, on va recevoir des messages de plainte. C'est comme dire que le déjeuner, c'est le midi à Paris, mais le matin dans certaines régions. Sans oublier les québéquismes. Pour nos amis québécois, avoir les mains pleines de pouces signifie être maladroit. Et un dépanneur est une épicerie. Et en char est une voiture. Assez fascinant, mais tellement déroutant pour ceux qui apprennent. Absolument. Mais tu sais, malgré toutes ces difficultés, je trouve qu'il y a quelque chose de merveilleux dans le français. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Sa richesse. Toutes ces exceptions, ces nuances, ces expressions, elles permettent d'exprimer des idées d'une manière vraiment précise et nuancée. C'est une langue d'une grande beauté, même si elle est compliquée. Tu as raison. Et puis, quand on y pense, toutes les langues ont leurs difficultés. L'anglais aussi a une prononciation et une orthographe pas toujours cohérentes. Et l'allemand avec ses cas et ses mots composés interminables. Exactement. Et il paraît que le hongrois et le finlandais sont encore plus difficiles à apprendre pour un francophone. Tout est relatif. Alors, chers auditeurs qui apprenaient le français, ne désespérez pas. Oui, c'est difficile, oui, il y a des milliers d'exceptions et de pièges, mais ça en vaut la peine. Et n'oubliez pas, même nous, francophones natifs, nous faisons des erreurs. Personne n'est parfait, même dans sa langue maternelle. Et puis, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Encore une expression imagée. Mais elle signifie qu'avec de la patience et de la persévérance, on peut accomplir de grandes choses. Très bien dit, Sandra. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou vos anecdotes sur l'apprentissage du français. On adorera les partager dans un prochain épisode. Tout à fait. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et de partager le podcast avec vos amis qui apprennent le français ou ceux qui pensent que leur langue est la plus difficile au monde. Bien envoyé, Sandra. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. N'oubliez pas, même si le français est difficile, chaque effort compte et chaque erreur est une occasion d'apprendre. À bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Moi, c'était Sandra. Et moi, Bernard. Au revoir à tous et bonne chance avec votre français. Et comme on dit en français, bon courage!